Bonjour Jean-Claude Drouot. De Thierry Lafronde à Jean Jaurès, quelle carrière incroyable. Vous publiez vos mémoires, ça s'appelle Le cerisier du pirate. Et vous le dites en conclusion de ce livre, le théâtre, c'est toute ma vie, il m'a tenu vivant. Je suis là. Je suis là. Oui, oui. Vivant, oui. J'aime la discipline du théâtre. Discipline parce qu'elle consiste à se remettre en question au jour le jour. Voilà. Et de ne pas être dans une routine de reproduction de soi-même, etc. Oui, c'est à chaque fois un nouveau défi. Vous allez vers les auteurs les plus exigeants, vous rencontrez les plus grands, les Peter Brook, vous jouez les plus grandes pièces du répertoire. Oui, mais j'ai le goût. L'important, c'est le matériau, c'est la pièce, c'est la partition. Sans une belle partition, sans le grand verbe de nos beaux auteurs, les instrumentistes que nous sommes, bon, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait du crin-crin, c'est pas intéressant. Alors, vous grandissez en Belgique, à Lessines. Aujourd'hui, il y a un théâtre qui porte votre nom là-bas. Vous dites, j'ai tout fait. Je rêvais d'Errol Flynn. Je rêvais d'être chanteur. Oui, à 15 ans, j'ai pris mon premier... J'aurais pu être chanteur lyrique si, autour de moi, peut-être l'environnement était plus musical. Il m'avait ouvert... oui, en fait, à 15 ans, j'ai découvert le bonheur de la voix. C'est-à-dire c'est tout le corps qui exulte, qui fleurit comme ça. Oui, c'était Luis Mariano. Hein? C'était Mariano, comme ça. C'était, oui. Et puis à l'église de mon village, de Zacre, près de Lessines, chanter au jubé, comme ça, près des grandes... C'est un bonheur. Oui, mais vous dites en même temps, c'était un étouffoir, mon enfance. Pas tout, plutôt le climat, et je trouve que j'étais assez injuste. J'avais besoin de faire le mur. Il y a beaucoup de Belges, vous les retrouvez au pays des kangourous, comme ça, ils vont le plus loin possible, comme ça. Hein. Brel, il est parti, lui, aux Marquises. Oui. Hein. Moi, je n'ai pas perdu, je sais ce que je dois à mon terroir profond. Oui, mais en même temps, quand je disais, vous rêviez d'Errol Flynn, vous rêviez d'être ce héros d'aventure. Oui, c'est le cerisier du pirate, c'était tout là-haut, sur mon cerisier d'enfance. J'avais vu les films d'Errol Flynn dans les années 50. Hein, et j'étais sur mon 3 mâts, tout en haut, dans la hune. Et, oui. Non, mais j'ai eu une enfance solaire, très protégée, naturellement. Enfin, protégée. Elle était solaire, hein, du fait que ma grand-mère avait une ferme. Moi, je suis pas un citadin, je suis un rustique, oui. un rural. Hein. Et mon bonheur, oui, il est totalement enraciné dans ce terreau-là. Alors, vous allez vouloir être comédien, vous n'avez pas d'argent, évidemment. On va raconter ce parcours, ce livre est formidable. Vous y racontez comment un jour vous apprenez qu'on recherche un personnage pour incarner une série. On on disait un feuilleton à la télévision, il y avait une seule chaîne, vous ne savez rien du sujet, vous vous présentez, et là... On était 5 ou 600 jeunes comédiens, les comédiens dans les cours d'art dramatique. Moi, j'étais au cours du Lin. Et puis on voit le metteur en scène 5 minutes. Et puis il me dit, Robert Guez, il me dit, mais observé 2-3 secondes, dit, je cherche un archange. Vous êtes un archange déchu, voilà. C'est incroyable. Ça vous travaille, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui. Et bon, j'étais en train de répéter ma première pièce au Théâtre Récamier, c'était Oreste d'Euripide, qui est un personnage tourmenté, etc. Bon, et donc je devais être complètement travaillé comme ça, par l'humeur de ce personnage. Et je dis, ah bon, très bien. Et il est quand même venu voir la première. 15 jours après, à l'entracte, il monte dans la loge, je dis, je ne peux pas rester demain. Je fais passer des bouts d'essai. Écoutez, si ça vous amuse, c'est à tel endroit, venez. C'est évidemment pour Thierry Lafronde. Oui, c'était Thierry Lafronde. Et alors, il n'y a que des blonds. Vous êtes le seul brun au milieu. Que oui, des archanges. Vous dites, j'ai aucune chance d'être pris. Oh non, mais je me disais pas, j'ai aucune chance. Je trouvais curieux et amusant qu'ils étaient tous blonds aux yeux, on ne peut plus bleu ou vert. Bon, alors je ne pouvais que voir la différence. Oui. Alors un jour, il vous envoie un télégramme, il dit « Je vous ai choisi, j'espère que je ne le regretterai pas. » Oui, on espère ne pas vous tromper,
c'est vous qu'on choisit. Oui. Et c'est alors une aventure incroyable, Thierry Lafronde. Ce qui vous arrive est incroyable. Ça devient une vedette dans toute la France. Le général de Gaulle lui-même, un jour, pris dans des embouteillages, il dit on va appeler Thierry Lafronde. Oui, il va nous arranger ça vite fait, bien fait. Oui, c'est un témoin oculaire qui me l'a raconté, ça. Oui, ce qui est fou. Alors, vous devenez le succès que l'on sait. Votre personnage est dans des marques de moutarde. Hein, vous êtes c'est pas ce que je préférais. Oui, partout, vous avez votre effigie partout. La déclinaison des produits dérivés, j'ai jamais beaucoup aimé ça. C'est-à-dire qu'on trouve des petites figurines de Thierry Lafronde dans les lessives, dans les biscuits. Maison du café, oui, c'est ça. Alors, un jour, la Maison du Café vous dit j'en ai marre. Et puis le type vous dit mais vous êtes un anarchiste, monsieur Drouot. Non, c'est-à-dire que je jouais pas le jeu. J'ai pas joué le jeu du fric, oui, clairement. Parce que l'appât du gain, non, c'est pas mon truc. Oui. Et alors un jour vous envoyez balader tout ça, ils veulent vous faire signer des contrats, vous dites non, je veux jouer Alceste. Comment pouvez-vous dire ça? C'est-à-dire que je vais à Promotier et oui, ça a été Alceste, ça a été misanthrope. Oui. Pourquoi vous lâchez tout pour aller dans des choses aussi difficiles alors qu'on vous difficile. promet un pont d'or? C'est pas oui, parce que le pont d'or, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Je me souviens. Notamment d'une émission invitée par Guy Lux. À l'époque, c'était les grandes émissions populaires. J'éprouvais un malaise. Dire non, c'est pas ma place. Oui. Et c'est Jacques Brel. Quand Agnès Varda, d'ailleurs, qui n'était pas du tout contrariée par le grand succès populaire de. Elle va vous faire travailler dans le bonheur. Elle a souhaité me faire tourner. Mais Jacques Brel, il dit. C'est ça qu'il faut que tu fasses, en parlant d'autre chose. C'est Brel, un soir, à l'Olympia, un concert de Sammy Davis Jr., à la sortie, il me dit, tiens, j'ai vu le bonheur, ça, c'est bien. Oui. Et sans citer Thierry, il dit, ça, c'est ta voix, méfie-toi de l'autre. Oui. Bon, c'était clair. Ça, Belmondo, il dit, vous ne vous en remettrez pas de Thierry Lafronde. Enfin, il ne m'a pas dit, il l'a exprimé. Il était à l'époque président du syndicat français des acteurs. Et en tant que président, certains camarades lui ont reproché, on dit, il ne va pas s'en sortir. Oui. C'était tellement énorme. Ce qui est fou, c'est qu'après, vous allez vers le TNP de Jean Vilar, que vous admirez tant, vous allez jouer à Rabat, je le disais, Peter Brook, vous jouez les grands classiques, puis vous allez même commencer une carrière hollywoodienne, ce qui est incroyable. Vous rencontrez Liz Taylor un jour, elle vous montre sa bague. Ah ben comme ça. Et puis, Richard m'a dit, elle vous montre la bague. Ah non, mais 10 minutes après avoir fait connaissance, elle était avec Richard Burton, avec qui j'allais tourner dans un film de Tony Richardson. Et Lise vient vers moi, j'étais assis dans un divan, et puis elle me met son diamant, le fameux diamant que la reine Elisabeth trouvait très, très vulgaire, comme ça, comme elle me le met, et elle me dit, Richard m'a dit de vous montrer. Comme ça, des rencontres incroyables. Alors, Yul Brynner, Kirk Douglas, vous allez donc le phare du bout du monde, un grand film hollywoodien. Alors, vous jouez, là on vous voit avec Kirk Douglas, il y a une rencontre incroyable avec Salvador Dali, Kirk Douglas, que Kirk Douglas a raconté dans ses mémoires, vous vous dites, il n'a pas dit la vérité. Oui, il n'avait pas dit la vérité. Oui, j'ai un peu rectifié. Alors, c'était quoi la vérité? La vérité, c'est que... Dali a, très, très rapidement m'a invité. J'ai été très souvent, pendant un mois et demi de tournage là-bas, de tournage près de Cadaqués, m'a invité chez lui. Comme ça, j'étais venu dans sa cour, le chevalier. Voilà, le chevalier. Et puis, je lui avais dit toute mon admiration pour un des premiers films qui m'a complètement ébloui, c'était Le Chien andalou avec Buñuel. Et il m'avait dit, mais je vais essayer de le faire venir, faire une projection. Et un jour, il ne connaissait pas Kirk Douglas, il me dit, tiens, est-ce que vous pourriez inviter à dîner Kirk Douglas, etc. Bon. Et on fera une projection. Enfin, moi, je crois que c'était Le Chien andalou. Qu'est-ce qu'il fait Dali ce soir-là? Et Dali, la petite projection, c'est un petit charlot, un petit charlot, mais tout à fait banal. Vous attendez à ce qu'il montre un grand film de Kirk Douglas, qu'il lui montre. Oui. Non, ou Le Chien andalou. Oui. Je m'attendais à voir Le Chien andalou. Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il montre, Dali? Un petit charlot et un porno des années 20, 25, un porno muet épouvantable. Kirk, on était assez amis, comme ça.
il m'interrogeait du regard, comme ça, il était un peu désemparé. Et après, disant voilà, et c'est fini, cette séance est finie. Et Dali cherche une boîte, probablement assortie de tous les instruments d'un sex shop de Barcelone, et puis il invite Douglas à se servir. Et vous voyez que Douglas, comme ça. Et puis il lui offre d'emblée une chose affreuse, une sorte de prothèse qu'on met sur la langue, donc une seconde langue hérissée de... Il se fichait de lui, quoi. Il se fichait de lui, il se fichait du puritain Oui. qui était à ses yeux... Alors, ce qu'il faut, c'est que Dali va vouloir vous peindre, Jean-Claude Drouot. C'est vrai que vous étiez un bel homme, mais il veut vous peindre tout nu. Et vous vous retrouvez Ben, avec Amanda Lear, toute nue aussi, oui, qui est là. à 5 mètres. À 5 mètres de moi, comme ça. En fait, moi, je ne regardais pas. Oui, Amanda... C'était un personnage bizarre, d'ailleurs. Vous dites c'était une... Amanda Lear était son modèle, et ça s'amuse pendant longtemps, on le sait. Hein. Et... voilà, et puis oui, mais il vous dit qu'il veut peindre, donc... non, ça, c'est... oui, un Saint-Georges, terrassant le dragon et donc vous vous mettez tout nu devant lui, mais vous vous apercevez qu'en fait, il ne veut pas peindre, c'est pas ça. Si, il peigne... Enfin, il décidait. Pourquoi il faisait ça? Allez savoir. Ouais, bah, vous le dites dans le livre. Vous voulez voir comment non, je dis, oui, parce que j'ai visité son musée à Figueras par la suite et j'ai cherché vainement ce qui avait pu être le résultat de cette séance comme ça. J'ai dit probablement qu'il voulait simplement voir comment j'étais membré. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, alors, c'est incroyable. Parce que les aventures que vous racontez dans ce livre, Jean-Claude Drouot, sont étonnantes. Donc, vous allez tourner une tournée en Union soviétique, vous rencontrez le roi Baudouin, qui vous reçoit, c'était une rencontre très belle avec Simone Veil. Tout ça est raconté dans le livre. Vous allez diriger le Théâtre National en Belgique. C'est un retour aux sources. C'est quelque chose d'important pour vous? Le retour aux sources, mais c'est ma région définitive d'élection, c'est le Quercy, c'est dans le Lot. Hein. Mais tout mon territoire intérieur, il reste... oui, je suis un Belge de France, comme on dit. Hein. Voilà, je n'ai jamais souhaité vraiment ma naturalisation pour ne pas perdre cette identité-là, qui est très, très forte. Oui. Qui est très puissante. Mais votre identité, ce sont les personnages que vous interprétez. Vous dites à un moment, il y a une phrase dans ce livre, vous dites ça n'est pas important si je ne suis pas en forme sur scène, ce qui compte, c'est que le personnage que je joue soit en forme. Oui, c'est ça, on me dit, ça va, tu es en forme, Moi, je ne sais pas. On verra après le parcours, comme ça. Hein. Il y a une phrase de Cyrano qui me revient, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Je crois que voilà, ça c'est mon orgueil à moi. Oui. Je me débrouille tout seul. C'est ce qui faisait dire au début, on revient à Thierry Lafrance, disait, vous ne savez pas vous vendre, Jean-Claude Drouot. Il dit, oui, je ne sais pas me vendre. Je ne veux pas me vendre. Je ne veux pas. Oui, c'est vrai. Mais je pense avoir... c'est pas le sens de la liberté. J'ai besoin de me sentir libre et de choisir moi-même mes chaînes. Oui. Oui. Quand vous allez interpréter Jaurès, là, vous dites, c'est ça. C'est un grand bonheur, ça. De porter, d'être un instrument. J'aurais pu dire de Thierry Lafrance, de Roi Lear. Oui, c'est le rôle, pour un acteur, jouer le Roi Lear à la fin de la vie, la fin de son parcours, c'est l'idéal. Mais Jaurès, c'est la dimension humaine. C'est, pour moi, si je n'ai pas le sentiment d'être dans le partage, au contact vivant avec mes contemporains, c'est un exercice qui me semble vain et inutile. Oui, voilà. Thierry Lafrance, vous avez gardé ce côté, évidemment, défenseur de la veuve et de l'orphelin, cette liberté dans les bois, il n'avait que sa fronde. Et puis finalement, cette envie de vivre qui était si forte. Oui, je crois ne pas l'avoir perdue. Oui, cette envie, oui. C'est un bilan pour moi. L'éditeur a souhaité cette autobiographie, mais c'est un bilan pour dire, mais maintenant. Et j'ai vraiment le sentiment que le meilleur de moi-même, il est devant moi, vraiment. C'est demain, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Drouot. C'est tout de suite Le Cerisier du Pirate de Thierry Lafrance à Jean Jaurès. Ce sont donc vos mémoires qui sont publiées à l'Archipel. On était ravis de vous recevoir. Merci à vous.